Alors, merci d'être présent ce soir à la rencontre d'un homme qui a, vous le verrez, j'espère, à la deuxième séance, je vous en parlerai de façon plus longue, qui a souffert, si j'ose dire, des travers du racisme, si je peux employer ce terme un peu moderne. Vous verrez que ce personnage a pris multiples facettes au cours du temps et a été souvent considéré comme une bête, voire une bête sauvage, cannibale par exemple. Et vous verrez, ce que j'espère en tout cas, c'est vous montrer avec ce parcours de ces 3 séances qu'il n'en est rien, et qu'au contraire, on peut essayer de trouver des éléments de réponse aux questionnements d'aujourd'hui, aux problèmes auxquels on est confronté, et peut-être aussi réfléchir à justement comment réagir face à des changements importants. Alors aujourd'hui, on va aller très loin dans le temps parce que je souhaiterais quand même resituer, bien sûr, l'homme de Néandertal dans son histoire, dans notre histoire, au niveau de l'hominisation. Donc, c'est pour ça que nous allons faire un bond. On vient d'en parler un petit peu d'ailleurs, de vous le présenter. Nous allons voir qu'il y a eu tout un processus qu'on appelle le processus d'hominisation qui remonte à 5-6 millions d'années. Et vous verrez que là, il s'est passé pas mal de choses, notamment donc cette branche qui vraiment a été très importante dès le départ et a conduit donc à nous-mêmes, c'est-à-dire Homo sapiens. Alors, on parlait des changements climatiques. Je ne savais pas du tout que c'était le sujet de la cité. Et c'est vrai que c'est important parce que nous allons nous situer, donc, pour ce petit voyage dans le temps, dans une période qu'on appelle le Quaternaire, plus précisément le Pléistocène, mais nous sommes là avec le processus d'hominisation, les premiers hominidés, nous sommes plutôt à la charnière Plio-Pléistocène, c'est-à-dire entre ce qu'on appelait le Tertiaire et le Quaternaire, et vous verrez qu'il y a des changements climatiques très importants, des changements climatiques majeurs. Alors là, c'est un tableau un peu savant, mais qui vous montre qu'il y a beaucoup d'études. Ce que je voulais, avec cette illustration, c'est surtout vous montrer qu'actuellement, nous avons quand même, nous, les scientifiques, heureusement, des méthodes et des moyens techniques, des machines qui nous permettent quand même de nous rapprocher d'une certaine certitude, sûrement pas, mais en tout cas une probabilité importante pour resituer tout ce qui s'est passé au niveau climatique et environnemental, avec grâce notamment aux datations, aussi aux carottes glaciaires dont vous avez peut-être entendu parler. Tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, toutes ces grandes périodes, en ce moment on se pose la question de ce réchauffement climatique, ben ça a existé. Pendant toutes ces périodes, nous avons eu des changements climatiques avec l'alternance de glaciation et d'interglaciation. Et ces glaciations étaient même parfois extrêmement rigoureuses. C'était 4-5 degrés de moins, donc c'est énorme pour l'Europe. Ça paraît peu comme ça, mais en réalité c'est énorme. Et donc il y a eu des variations climatiques, des refroidissements importants qui ont aussi favorisé ce qu'on appelait des régressions marines, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait à la place d'avoir la mer, on avait des niveaux beaucoup plus bas qui s'éloignaient, donc les côtes étaient plus lointaines que maintenant, et inversement, au moment donc des réchauffements climatiques, on a bien sûr là la transgression marine, c'est-à-dire les mers qui rentrent sur les terres. Donc toutes ces variations ont parcouru cette grande période, et en même temps, avec elles, donc tous les hominidés, tous nos ancêtres se mettaient en place. Alors en même temps, juste pour vous situer, c'est quand même intéressant, il y a aussi les changements magnétiques de pôle, c'est-à-dire qu'actuellement nous sommes dans la magnétique de Bruns, et la période magnétique de Bruns, et nous sommes donc en positif parce qu'on l'appelait comme ça, mais avant il y a eu une période négative donc du pôle magnétique, et là aussi les hommes étaient déjà apparus. Alors voilà, donc au niveau très rapidement, parce qu'évidemment on ne peut pas s'étendre en 1 heure sur tout ce qui s'est passé, j'ai essayé de vous faire une petite synthèse pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé par rapport justement à ces changements climatiques, parce que la grosse question actuellement qui est posée, est-ce que en fin de compte l'apparition des hommes, de notre lignée, de notre famille, est-ce que c'est lié à ces fameux changements climatiques ou pas? C'est la grande question. Donc c'est très important, cette fameuse séparation entre les paninés, c'est-à-dire les chimpanzés et les hominidés, entre 8 et 6 millions d'années, ça varie selon qu'on choisit tel ou tel fossile. Bon, est-ce que c'est vraiment lié à un changement climatique majeur ou pas? Alors déjà, comme vous le savez sûrement, les premiers hominidés pour l'instant, alors qu'il y a eu énormément de recherches sur tous les continents,
Pour l'instant, vraiment, les plus anciens restent en Afrique. Ça, c'est très clair. Ça n'a pas changé. C'est vraiment ce qu'on appelait familièrement le berceau africain. Ça n'a pas changé. Donc, on est toujours en Afrique. Et en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Et là, il y a une vraie question de savoir si vraiment c'est ce changement climatique qu'on a appelé justement l'hypothèse de l'East Side Story, c'est-à-dire ce changement, ces barrières qui a fait qu'à un moment donné, le rift donc, a été séparé, a fait deux grandes régions, hein, une région à savane, une région plus forestière, et c'est là que seraient apparus, donc du côté savane, les premiers hominidés. Mais comme vous le savez, il y a eu une découverte, notamment au Tchad, d'Oumaï, qui remet un peu cette question dans l'actualité, parce que au Tchad, Toumaï est plutôt dans le côté forestier. Et donc là, ça relance les débats. Alors, je ne rentrerai pas du tout dans cette question, puisque je ne suis pas spécialiste de cette période très ancienne et ni paléanthropologue, mais simplement la question est-ce que vraiment c'est un ancêtre direct, enfin qui fait partie de notre famille, des hominidés ou pas? C'est ça la question. Est-ce que Toumaï appartient? Donc il y a des controverses. Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non, il y en a qui pensent que c'est plutôt sur l'origine des gorilles. Donc il y a un vrai débat, mais toujours est-il que, en tout cas, ça repose la question de cette apparition de notre famille du côté vraiment de l'Afrique de l'Est, bon, est sujet à caution pour l'instant et pas forcément lié à un changement climatique. Alors, ce qui est quand même aussi intéressant, c'est que un peu plus tard, là on avance un peu dans le temps, notre genre homo, hein, puisque nous sommes des homo sapiens sapiens, c'est-à-dire qu'on est 2 fois sages, je ne suis pas sûre, mais donc l'apparition du genre homo est très important. Là aussi on essaie de le situer, on essaie de voir non seulement où, mais surtout quand et pourquoi. Alors là aussi, les hypothèses convergent, enfin, parmi les hypothèses, le consensus s'oriente vers peut-être lié à un changement là aussi climatique, donc ce qu'on appelle l'homo event, et là aussi avec un développement, si vous voulez, des paysages ouverts, de savanes, donc où il y a plus de gibier, par exemple, où il y a des espaces plus vastes, parce que l'enfermement, c'est vrai que je parle au niveau végétal, le côté forestier, fait que les animaux qui y vivent sont plutôt des animaux non grégaires, hein, des animaux solitaires, pas forcément faciles à chasser. Et donc, il y a toujours un plus de prédateurs, entre guillemets, plus de chasseurs dans les espaces ouverts. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un lien entre, éventuellement, les ouvertures de paysages, c'est-à-dire les grandes savanes, et l'apparition de certains hominidés. Alors là, ça a été le cas du genre Homo, donc 2,3 millions d'années. Alors là, pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas répondre vraiment à cette question, mais ce qui est quand même important, on le verra après, c'est qu'il y a des grandes innovations qui vont apparaître en même temps que le genre Homo, donc ça sera peut-être lié. Restons toujours au niveau anthropologique. Donc nous avons bien sûr aussi un intérêt porté sur l'apparition des Homo sapiens. Alors là, ce qui est vraiment actuellement en grand débat, surtout avec nos collègues chinois, c'est, vous savez, pendant très longtemps, vous avez sûrement entendu parler, on disait, bah, c'est très simple, les Homo erectus d'Afrique sont partis, ils sont partis en Asie, ils sont partis en Europe, ils ont peuplé donc ces 2 grandes régions et ont donné les sapiens. Donc c'est ce qu'on appelle donc le candélabre. C'est-à-dire c'était vraiment, l'Arche de Noé, excusez-moi, c'était donc vraiment une migration d'un seul point qui était l'Afrique. Et en fin de compte, actuellement, les découvertes, notamment le montrent, comme vous pouvez voir apparaître les dates, ont montré qu'en fin de compte, c'était peut-être pas si simple et que peut-être il y avait eu des descendants directs des Homo erectus en Homo sapiens directement in situ. Et ce n'était pas un Homo sapiens, excusez-moi, je me suis trompée, pas un Homo erectus, mais un Homo sapiens qui serait parti d'Afrique pour aller peupler l'Eurasie. Hein. Donc là, il y a vraiment une autre hypothèse et il y aurait plutôt, avec les découvertes chinoises, la possibilité qu'il y ait plusieurs points d'apparition donc des Homo sapiens. Ça, c'est un petit peu nouveau parce qu'on était plutôt avant à penser qu'il y avait le seul point était l'Afrique et après des migrants donc en Eurasie. Alors, là aussi, pour resituer Néandertal dans son contexte, et parmi toute cette évolution, il faut quand même aussi tenir compte des changements majeurs qui ont eu lieu au cours donc, de cette hominisation, au cours de vraiment toute notre histoire. Et il y a quand même des points très importants.
qui sont là aussi, vous verrez, je suis très climat aujourd'hui, très lié à ces environnements, parce que c'est quand même un constat, hein, qu'il y a quand même ces changements climatiques et l'apparition à la fois de nouveaux hominidés et à la fois donc des innovations. Alors, ce qui est important de voir, c'est que vers 4,2 millions d'années, bon, ben, la bipédie permanente, hein, c'est quand même quelque chose qui est crucial. Hein. C'est le fait de pouvoir se servir de ces deux mains qui permet quand même de développer toute la technologie, toute la culture. Donc ça, c'était quelque chose de majeur, très important. Et on s'aperçoit que en fin de compte, cette bipédie permanente et cette libération des mains, bon, est plutôt apparaît dans cette période-là, plutôt dans un paysage mosaïque, c'est-à-dire à la fois avec des paysages ouverts, des savanes, et des paysages plus fermés, plus forestiers. Alors que, contrairement à après, avec l'apparition des premiers outils, des galets aménagés, donc on va avoir là vraiment, à chaque fois, les sites archéologiques sont en savane, sont découverts en savane. Donc vers ces 2,6 millions d'années, on a donc l'apparition. Alors là, il y a un autre débat, c'est qui sont les auteurs de ces premiers outils. Et ça aussi, c'est très important. Et vous allez voir, moi j'ai fait un choix qui s'appelle l'Homo habilis. Mais certains pensent que peut-être certains australopithèques donc, auraient déjà taillé des outils. Alors, c'est une vraie difficulté, parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fouille dans ces sites très anciens en Afrique, on s'aperçoit que les sites où il y a des Homo habilis, il y a des outils, des galets aménagés. Dans les sites où il y a Homo habilis et Australopithèques, il y a aussi des galets aménagés. Et dans les sites où il n'y a que les Australopithèques, malheureusement, là, enfin malheureusement, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'on n'a pas trouvé vraiment associé. C'est-à-dire qu'il y a un doute, on n'en a pas trouvé, donc pour certains, il y a un doute, peut-être quand même qu'ils ont taillé dans les sites archéologiques où on les trouve avec Homo habilis. Bon, donc il y a un vrai débat sur ça, et certains pensent que certains Australopithèques, notamment les graciles, ont taillé des outils, et d'autres pensent que c'est plutôt déjà le genre Homo, donc l'Homo habilis. Et alors, le grand changement, évidemment, c'est le dernier grand changement majeur, c'est le passage de la prédation, hein, parce que tous ces hominidés sont des chasseurs-cueilleurs, charognards, collecteurs. Et donc là, on a un grand changement qui est là, est vraiment lié à une instabilité climatique, c'est-à-dire au moment du grand réchauffement de la fin du Quaternaire, de la fin donc de cette période d'alternance de glaciation et d'interglaciation, qu'on va avoir le changement vraiment culturel. On va passer de prédateurs donc à cultivateurs et éleveurs. Donc ça, c'est quand même un phénomène majeur et qui est lié vraiment d'une façon assez claire avec ce changement climatique très important de réchauffement majeur. Alors, les peuplements, ça nous intéresse. Là, on va se rapprocher des Néandertaliens. C'est intéressant de voir comment ces peuplements se sont faits. Alors, pour l'instant, quand même, les plus anciens, hein, c'est présenté sur cette carte, donc sont situés en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est. À un moment donné, donc, on les voit quand même rapidement en Afrique du Nord, hein, puisque 1,8 million d'années, ils sont déjà là. Et on les voit aussi, bien entendu, à Java. C'est les fameux pithécanthropes, 1,6, hein, on est à peu près dans la même période. On les voit en Chine, les fameux synanthropes. Et donc là, c'est aussi très intéressant, c'est assez proche. Et on les voit, et ça c'est récent, enfin relativement récent, comme découverte, on les voit aussi en Europe. On les voit en Europe, c'est ces fameux Homo ergaster qui sont venus d'Afrique, peupler l'Europe, on les voit en Géorgie. 1,8 million d'années. Et ça, c'était une découverte très importante parce qu'on pensait que l'Europe avait été peuplée très, très récemment, entre guillemets, pour nous récemment. Donc, c'était quelque chose d'une découverte sensationnelle qui confirmait la présence d'hominidés, donc, en Europe, notamment dans le Caucase, en Géorgie, donc il y a 1,8 million d'années. Et alors là aussi, encore plus récemment, parce que là, c'était vraiment une découverte, enfin en tout cas pour la datation extrêmement récente, avec le grand site d'Atapuerca, on a découvert que 1,2 million d'années, il y avait déjà en Europe occidentale, donc en Espagne, il y avait déjà des hominidés, ce qu'on appelle l'Homo antecessor. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc il est vrai que
quelques milliers d'années, il y a quand même un peuplement très important, et bien sûr l'Amérique sera beaucoup plus tardive, des grandes régions donc, de la Terre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que c'est assez... les périodes semblent assez proches. Donc voilà, il y a des hominidés qui ont été plutôt vers l'Asie, d'autres plutôt vers l'Europe, mais il y a quand même ces peuplements, ces déplacements qui sont importants. Et là, je crois que c'est quelque chose qui est important au niveau de la réflexion, c'est qu'il n'y a pas vraiment, si vous voulez, pour ces migrations, il n'y a pas vraiment de pression. Et je crois que ça, c'est quelque chose, une donnée intéressante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pression, on ne voit pas, c'est pas à cause d'un changement d'environnement, c'est pas à cause d'une surpopulation, parce qu'à ces époques-là, il n'y a pas de surpopulation, mais on a l'impression que déjà, dans la lignée des hominidés, déjà, il y a cette notion de déplacement. Il y a cette notion de vouloir aller de l'autre côté de la colline, aller partir. On n'a pas... plus tard, on verra qu'on peut avoir des pressions sociales aussi. C'est-à-dire que dans un clan, il y a des disputes, il y a des choses qui ne vont plus, on se sépare, et souvent on voit que les migrations se font de cette façon. Donc on quitte la moitié d'un clan, on va d'un côté, et l'autre de l'autre. Donc il y a comme ça ces migrations. Alors que là, on n'a pas du tout de preuve de ça. Il y a vraiment ce côté de déplacement, je ne sais pas comment on peut l'exprimer parce que malheureusement on ne sait pas les motivations de ces hommes, mais c'est quand même quelque chose qui est important et je voulais vraiment vous montrer que tout ça se fait dans des périodes très proches à des endroits très très éloignés. Et ça, c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant. Alors les grandes innovations marque vraiment, je pense, la lignée, notre lignée, la lignée des hominidés. Et alors surtout, il faut voir derrière, c'est pas simplement, simplement, il fallait le faire. Hein. Quand on vous parlait des premiers outils, il fallait quand même on parlait de capacité cognitive tout à l'heure, qu'il y a déjà, même pour les plus anciens représentants de notre lignée, il fallait qu'il y ait quand même déjà certaines capacités cognitives, parce que de partir d'un objet brut, hein, d'une pierre brute, pour obtenir un outil qui va être donc utilisé pour ses besoins quotidiens, il faut le percevoir, il faut savoir comment faire. Alors vous savez, on dit oui, le hasard, vous savez, deux pierres, quand ils ont trouvé deux pierres cassées, des choses comme ça. Oui, mais à un moment donné, quand ça devient reproductible, c'est-à-dire que quand, à un moment donné, vous voyez que la taille s'est fait exactement au même endroit sur la pierre, etc., donc là, c'est quelque chose qui est pensé, il y a une chaîne opératoire, hein, un enchaînement des actes, et là, bien entendu, c'est autre chose, on est dans un autre domaine, on n'est plus dans le hasard. Donc là aussi, c'est important de voir que il y a toute notre histoire est parsemée comme ça de grandes innovations qui vont déterminer tout. Parce qu'une fois que l'homme va être muni, évidemment, de ces outils, ça va modifier sa vie. Hein. C'est-à-dire qu'avec ces outils, il va pouvoir se défendre, il va pouvoir attaquer un animal pour le manger, il va pouvoir découper cet animal, parce que ça, c'est important. Donc, il y a vraiment là un changement très important. Alors, j'ai choisi pour illustrer certains faits majeurs, et notamment quelque chose qui, là aussi, dépasse un peu le côté simplement domestique, usuel d'un outil. C'est-à-dire que je vous parle des premiers bifaces. Les premiers bifaces, c'est important. Un biface, c'est intéressant. Parce qu'un biface, c'est compliqué à faire. C'est plus compliqué que de faire un chopper ou un chopito, c'est-à-dire un galet taillé d'un côté ou des deux côtés. Il y a déjà un outil déjà élaboré, et vous voyez, il est très ancien. 1,7 million d'années, il est très très ancien. Donc les ergastères, les erectus faisaient ces bifaces. Et pourquoi c'est important le biface? Parce que justement c'est un outil symétrique. Et on sait très bien que la symétrie n'est pas facile à réaliser. Que déjà, au niveau là aussi des capacités cognitives, donc des compétences de notre cerveau, des capacités de notre cerveau, c'était déjà quand même un degré élevé. Donc ce côté biface est quelque chose de très important qui marque une étape, donc dans la taille des outils, qui marque vraiment cette étape de la compréhension d'un nouveau concept. Et bien entendu, la maîtrise du feu, ça je pense que tout à chacun comprend l'importance de cette découverte. Alors la maîtrise du feu, maintenant on se situe vers 500 000 ans, ça nous paraît fondamental, on se dit même comment on pouvait vivre avant. Parce que vous imaginez, toutes ces populations qui ont vécu avant cette maîtrise du feu, ça devait quand même être pas facile. Pourquoi? Parce que le feu, ça apporte tout. Avec le feu, non seulement on devient plus indépendant du jour et de la nuit,
Parce que vous savez, quand il se met à faire nuit, vous n'avez plus rien à faire, hein, vous couchiez. Et donc, c'est vraiment très important. Donc là, vous allez pouvoir rester autour du feu, etc., discuter, préparer des armes, créer des mythes, hein, des légendes, des contes, etc. Donc, il va y avoir vraiment quelque chose qui va se passer, et plus indépendant. Deuxième chose, ça réchauffe. C'est vrai que dans ces périodes, surtout si on prend l'Eurasie, et notamment en Europe, dans ces périodes très froides, glaciaires, bon, c'était pas évident, même si vous étiez vêtus, parce qu'ils étaient vêtus, il y avait quand même ce problème d'humidité, de froid, etc. Et là, évidemment, ça va changer aussi énormément, surtout que les habitats dans les grottes sont des habitats relativement réduits où le feu peut très vite réchauffer l'espace. Donc là, vous voyez, c'est assez important. La troisième chose, face aux prédateurs, parce que ces périodes-là, on va parler tout à l'heure avec les Néandertaliens, là, il y a plein de prédateurs. Hein. Et quand même, ces hommes sont relativement démunis. Hein. Ils ont des outillages quand même rudimentaires. Et donc là, c'est formidable. Hein. Le feu, c'est vraiment les grands prédateurs, les carnivores ont extrêmement peur du feu. Donc, ça va être utilisé aussi pour se protéger. Autre chose aussi, pour chasser, c'est une technique. Hein, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le feu pour rabattre des animaux qu'on est en train de chasser, pour les pousser vers un endroit. Donc, ça peut aider aussi à tailler des outils, et notamment les épieux en bois qui étaient utilisés. On pouvait les appointer et ensuite les passer au feu. Ça durcit la pointe, donc c'est très efficace. Vous voyez un petit peu tous ces apports. Donc c'est ce que j'appelle des innovations majeures. Et là, c'est vraiment fondamental. Et l'homme, avant cette période de maîtrise du feu, a probablement connu le feu. Il a connu des feux de brousse, des éruptions volcaniques. Hein. Et donc il y avait du feu, il a connu tout ça. Il a vu peut-être les effets aussi. Et probablement, en voyant ces expériences, il a essayé de le reproduire, de produire ce feu. Et là, c'est extraordinaire. Imaginez-vous, vous partez de rien, là aussi, comment faire du feu? Et ils ont eu l'idée, et ça s'est passé à plein d'endroits. C'est ça qui est intéressant de voir. C'est pas un gars qui a porté un flambeau, hein. On n'est pas aux Jeux Olympiques. Là, c'est dans plein d'endroits. À un moment donné, la capacité cognitive permettait de comprendre ce concept de la maîtrise du feu et de la fabrication et son entretien. Parce que, voilà, quelles sont les techniques, hein, vous savez, les 2 bâtons de bois, les silex, enfin, vous connaissez toutes ces techniques un peu rudimentaires pour faire le feu. Il fallait vraiment y penser, il fallait savoir qu'il fallait faire de la friction pour provoquer des étincelles, etc. Donc, il y avait, à un moment donné, il y a une espèce de concept qui est compris, et qui est compris un petit peu partout. Parce qu'une fois qu'on a découvert ces foyers, on s'aperçoit que 400-500 000 ans, même maintenant en Bretagne, on a trouvé à 500 000 ans, on a, dans toutes les régions du monde, quasiment, le feu est présent, la maîtrise du feu. Et ça, c'est quand même, dans notre évolution, c'est quand même des choses vraiment importantes où, à un moment donné, le cerveau humain peut comprendre un concept et donc avoir ces grandes innovations. Un peu plus près de nous, et là, on rencontre notre Néandertalien, il va y avoir un autre, c'est dans la technique, vraiment une innovation aussi très importante, c'est qu'il va inventer une façon de tailler qui est extraordinaire, dans le sens où, dans la pierre brute qu'il ramasse, il voit déjà l'outil qu'il veut, un racloir, un grattoir, ce qu'il veut, enfin, une pointe boustérienne, et il va donc enchaîner des gestes pour obtenir cet outil-là. C'est-à-dire qu'il y a tout un enchaînement de gestes techniques qui va faire qu'il va produire cet outil. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Parce qu'il faut vraiment, là aussi, avoir des capacités qui vous permettent de comprendre qu'avec un enchaînement de gestes, ça va aboutir d'une pierre brute à une pierre taillée. Mais pas taillée n'importe comment, pas simplement faire un tranchant. Parce que c'est ça, beaucoup avant. Hein, on taille pour faire quoi? Pour en enlever un éclat, pour avoir un tranchant. Parce que c'est le tranchant qui compte. Et là, il y a vraiment cet objet est conçu et déjà vu. On ne va pas taper n'importe où, on ne va pas choisir n'importe quelle matière première non plus, hein, n'importe quel silex. On va faire très attention parce que s'il y a des imperfections, ça va rater, puisque là, on ne pourra pas vraiment avoir l'outil souhaité. Donc, c'est vraiment quelque chose de majeur. Alors, ce qui est intéressant là aussi, ce qu'on voit, c'est qu'en même temps qu'apparaît cette technique, apparaît vraiment dans les sites archéologiques la chasse, mais aux grands mammifères. Alors, vous verrez, je vous en montrerai aujourd'hui, et puis la prochaine fois,
là, c'est vraiment concomitant. C'est-à-dire qu'avant, on a plutôt des sites où on a soit du petit gibier ou soit beaucoup d'espèces charogners, etc. Mais on n'a pas vraiment de preuves de chasse importante aux grands mammifères. Et ça, c'est quelque chose qui est probablement lié donc à cette apparition de cette technique très importante qu'est le levallois. De même, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, que lorsqu'on voit apparaître les premiers outils, en même temps qu'est-ce qu'on voit apparaître les premiers petits mammifères dans les sites, notamment Ecomo habilis, parce que l'outil sert justement à décharner. Et donc, si les collègues des charognes, ils peuvent, grâce à ces outils, donc décharner, parce que nous, les hommes, même anciens, n'avaient pas les canines qu'ont les prédateurs ou les chimpanzés ou les babouins pour pouvoir arracher des morceaux de viande sur des carcasses. Donc nous, il fallait absolument que l'homme remplace ce manque par un objet, par un outil, par un couteau, si j'ose dire, en silex, donc très important. Donc on voit qu'en même temps de ces innovations majeures, on a un changement de vie, hein, un changement de subsistance, de comportement. Alors, évidemment, on remonte, et là, à un moment donné, c'est là aussi extrêmement intéressant, c'est qu'on voit apparaître des éléments qui nous permettent que on franchit un autre espace qu'est l'espace symbolique. C'est-à-dire qu'il y a des preuves, en tout cas pour l'instant c'est 140 000 ans, on espère peut-être qu'on pourra reculer dans le temps, ça dépend des découvertes. Pour l'instant en tout cas c'est 140 000 ans, on va avoir l'apparition justement du domaine symbolique et plus seulement du domaine domestique, et il va y avoir des objets, notamment des ocres gravés, c'est les plus anciens, donc volontairement qui sont avec des motifs géométriques qui n'ont rien à voir avec la fonction de l'objet, qui sont vraiment déjà dans un autre domaine. Et ça, c'est pour moi, je pense que c'est très important et que ça fait partie tout à fait de l'hominisation. De même qu'un fait très important, c'est les premières sépultures. Alors les premières sépultures, c'est 92 000 ans. Néandertal, Antercès mort, on en parlera la prochaine fois. Mais ça apparaît vers 80, pour l'instant, les plus anciennes sépultures. Mais là, je ferai une petite parenthèse. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de rites funéraires où on n'enterre pas ces morts, même encore dans les périodes historiques, et même où on ne les enterrait pas. Donc, il faut faire très attention. C'est-à-dire que je pense que les premières sépultures, c'est-à-dire qu'on a la preuve qu'ils ont enterré un corps dans une fosse, par exemple, c'est 92 000. Mais probablement, je dis probablement, il y avait avant peut-être d'autres rituels. On peut très bien avoir un rite funéraire et simplement laisser le corps. Mais ça ne veut pas dire que vous avez laissé le corps comme ça en vous fichant complètement. Vous avez peut-être déjà un rapport à la mort avant, donc vous pouvez aussi les brûler. Bon, on n'a jamais eu de trace de calcination, mais vous pouvez laisser aussi à décharner à l'air et après récupérer des ossements. Bref, il y a d'autres rites funéraires que l'ensevelissement. Donc c'est pour ça que je dis 92 000 ans, c'est avec un peu de prudence, parce qu'on peut là aussi d'abord en trouver des plus anciennes, mais aussi avoir déjà peut-être un rapport, enfin ces hominidés, un rapport avec la mort déjà présent avant cette période. Et évidemment, la parure, là aussi c'est un élément important, je l'ai mis dans les grandes innovations, parce que là on va vraiment vers on a vraiment la preuve d'un comportement déjà symbolique et social extrêmement important, puisque la parure est quelque chose qui est à la fois identifiant, c'est-à-dire que si je veux me faire reconnaître par les autres, un autre clan, donc je vais porter une parure qui va montrer que je suis le clan des ours, par exemple, ou le clan du renne, ou le clan du cheval, ou le clan de je sais pas quoi. Et donc je vais porter cette reconnaissance de l'appartenance à un clan. Donc ça, c'est très important. Mais aussi mon identité personnelle. Par exemple, je peux avoir envie de montrer que je suis un grand chasseur, ou je sais pas, moi, un chaman, ou... Bref, donc c'est vraiment quelque chose qui est très important à la fois du comportement social et aussi du comportement symbolique. Parce que qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans la parure? C'est souvent un choix, bon, il y a les coquillages percés, mais sinon on a souvent un choix sur des animaux qui sont des animaux un peu que j'appellerais à caractère fort, à valeur symbolique marquée, comme des canines par exemple de carnivores, hein. Donc on va porter ça, il va y avoir cette relation à l'animal, on va porter un animal par exemple qui représente la force, hein, le plus grand prédateur. Donc vous voyez, ça c'est pour ça que ça me paraît très important dans cette hominisation, hein, dans toute cette histoire d'hominisation. Pourquoi je fasse attention au temps? Alors,
Donc je voulais vous resituer un petit peu toute cette histoire parce que ça me paraît important de voir, parce que dans tout ça, donc vous voyez, il y a toute une longue histoire et les Néandertaliens donc vont s'insérer dans cette longue histoire. Alors, ce qui est assez intéressant au niveau de sa position chronologique, si vous voulez, c'est qu'il va vraiment occuper une grande période. C'est-à-dire qu'il va être dans ces périodes. J'ai mis les stades isotopiques, excusez-moi, c'est un terme un peu savant. C'est simplement pour vous montrer qu'il y a des alternances de froid et de périodes tempérées. Et ça, c'est très important. Lors de la dernière séance, quand je parlerai de l'hypothèse de sa disparition, les hypothèses, et on aura un grand débat sur ça, parce que c'est passionnant. C'est important de se rappeler ça. C'est-à-dire qu'il va être plus de 350 000 ans. Hein. Si on prend les pré-néandertaliens jusqu'à à peu près 28-30 000 ans, jusqu'au dernier, c'est quand même 300-350 000 ans. Hein, et il traverse des périodes glaciaires et interglaciaires. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Il a ce laps de temps où il est vraiment présent partout en Europe. Et il sera présent au Proche-Orient un peu plus tard. Il va aller au Proche-Orient. Et là, donc, c'est quand même quelque chose d'important, c'est de voir dans l'espace-temps, donc une grande période, et dans l'espace aussi géographique. Donc, il a toute l'Eurasie, enfin, en tout cas le côté européen de l'Asie. Donc, c'est vraiment l'Atlantique à l'Oural, hein, au niveau de son occupation. Et donc, cette grande période d'alternance glaciaire et interglaciaire. Alors, évidemment, là aussi, et la prochaine fois on parlera de son anatomie, il va y avoir évidemment un développement de ces Néandertaliens. C'est que comme toutes les espèces, il y a une transformation, même s'il reste la même espèce, légère, et on voit un développement. C'est-à-dire que les premiers Néandertaliens n'ont pas encore ce qu'on appellera vraiment les caractères néandertaliens typiques qu'on va voir arriver un peu plus tard, à partir de 120 000 ans. Donc ça, on y reviendra. Mais déjà, pour vous situer, il y a bien sûr une évolution à l'intérieur. Hein. Comme nous, Homo sapiens sapiens, nous sommes en évolution. Nous ne pouvons pas, nous, le constater parce que l'espace de notre vie est trop court. Mais nous sommes en évolution. Hein. Donc on est en train de se modifier. Et ça sera dans le futur que des archéologues diront, voilà, les sapiens sapiens archaïques et puis les plus modernes, ils verront des différences entre nous, mais au cours de l'histoire en tout cas. Alors, donc là, voilà, c'est intéressant. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que au niveau de leur origine, donc ils viennent probablement des Homo antécesseurs. Vous savez, ces premiers Erectus ou ergaster qui viennent donc d'Afrique et qui viennent peupler l'Europe. Et ça, c'est intéressant. Ils sont nés, et ça, c'est vraiment important, ils sont nés en Europe. C'est-à-dire que leurs ancêtres sont européens. Ils ont toujours été européens. Hein, ils ne sont pas venus plus tard, etc., nés ailleurs. Non, ils sont issus donc d'une souche européenne, probablement d'homo antécesseurs qu'on a retrouvés à Taperca, entre autres. Et donc, probablement, ils ont émergé donc de ces Européens, ces premiers Européens qui étaient les ergastères. Et donc, ils ont vraiment une évolution vraiment en Europe. Et ça, c'est intéressant. Ils partiront que vers 120 000 ans, certains, au Proche-Orient, mais toujours est-il que là, ils sont vraiment de souche européenne, et ça, c'est très important. Je vous dirai pourquoi la prochaine fois sur leur anatomie. Vous verrez pourquoi c'est vraiment important. Ils sont là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On voit que les premiers, les plus anciens, sont plutôt du côté Europe occidentale. Donc, ça correspond bien avec cette origine du côté des antécesseurs. Et puis, on va voir qu'il va y avoir un déplacement des populations néandertaliennes. Certaines, bien sûr, vont rester en Europe occidentale, mais certaines vont aller vers l'Est, donc vont aller peupler jusque l'Ukraine, le Caucase. Donc, ils vont vraiment y avoir ce déplacement des populations. Et là aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que même au sein d'une même population, la même espèce, il y a ces déplacements, ces migrations. Alors là aussi, il y a multiples raisons de se déplacer, mais on voit très très bien que les sites qui sont plus à l'est sont un peu plus récents, donc ceux qui sont plus à l'ouest. Alors, ces Néandertaliens donc, sont répartis, je vous ai dit, partout. Et autre chose aussi très importante par rapport justement à leur adaptabilité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ils ont là aussi
une répartition géographique tout à fait diversifiée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas cantonnés à certaines régions plus favorables, moins favorables. Évidemment, aux périodes glaciaires, ils ne sont pas au nord de l'Europe, hein, puisqu'au nord de l'Europe, c'est la calotte glaciaire. Hein, jusque le Pays-Bas, la calotte glaciaire au moment les plus froids. Donc là, évidemment, il n'y a personne, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'hommes. Donc évidemment, ils sont en dessous. Mais à part ça, ils sont dans toute l'Europe. Ils vont se répartir dans toutes ces régions. Alors, aussi bien occupant des terrains comme les plaines, les plateaux, même de temps en temps, ils vont faire un peu de chasse dans les hauts reliefs. Hein, ils vont monter jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Et donc, il y a une occupation, on peut dire, des territoires variés, diversifiés. Ça, on en reparlera, c'est vraiment un des éléments importants des Néandertaliens. Ils sont au niveau de l'adaptabilité. Et on a quand même un constat, et ça paraît logique, c'est qu'il y a une concentration des habitats des Néandertaliens plutôt sur les versants des collines. C'est-à-dire qu'il y a une préférence pour une topographie où c'est des collines à relief modeste, avec toujours, bien sûr, la rivière en bas. Hein. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est la proximité de l'eau. Et on voit que la plupart des habitats, mais ça c'est aussi valable pour les sapiens qui vont suivre, et puis pour leurs prédécesseurs, les Erectus, mais souvent sont quand même indispensables, c'est près de l'eau. Et se mettre sur ces versants, en général, en plus, avec une orientation assez favorable, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt prendre des versants bien exposés. Et donc, on a quand même une petite dominance sur ça. Mais sinon, ils sont vraiment un peu partout. Alors, au niveau de leur habitat, parce qu'on a toujours la vision de l'homme des cavernes, non, l'habitat là aussi est varié. Ils peuvent très bien être dans des grottes, évidemment, il y en a beaucoup, surtout dans les périodes les plus assez rigoureuses. Pardon. On a pas mal d'occupations en grotte, évidemment, mais ils ont aussi des abris, et ils aiment beaucoup les abris aussi. C'est-à-dire que c'est moins profond, il y a plus de clarté, et ils sont en plaine aussi. C'est vrai qu'on a plus l'image des grands campements de Cro-Magnon qui sont dans les plaines, en plein air, mais on a quand même aussi des campements néandertaliens. Alors donc le contexte climatique, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec cette alternance de phases froides et de phases tempérées. Alors ce qui se passe là aussi au niveau de leur adaptabilité, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte le déplacement, quand il y a des changements, même mineurs, enfin mineurs, même saisonniers, ils vont vers le sud quand il fait plus froid et vers le nord quand il fait moins froid. Donc il y a ces déplacements. De même que lorsqu'ils sont dans des périodes un peu froides, les grandes plaines d'Europe, la plaine polonaise, ukrainienne, etc., ils vont évidemment la déserter. Et là, on a quelques trous de temps en temps, comme ça, à certaines périodes un peu rigoureuses. C'est vrai qu'ils ne sont pas là, ils vont se mettre ailleurs. C'est une question d'adaptabilité, c'est leur mobilité, on en reparlera, qui va vraiment être pour eux un succès, si j'ose dire. Ils vont pouvoir répondre à ces changements climatiques par cette mobilité. Alors, les contextes culturels, ça, on le développera évidemment longuement la prochaine fois. C'est vrai que là, c'est extrêmement varié, donc ils ont plusieurs faciès culturelles et on en parlera, parce qu'aujourd'hui, c'était un peu pour vous situer Néandertal dans ces environnements. Alors, l'environnement, c'est important parce qu'il faut bien vous situer, donc ces personnes, ces hommes qui sont donc dans cette nature. Ils sont à la fois partie intégrante, hein, ils sont issus de cette nature, c'est quelque chose, un peu une notion qu'on a un peu perdue, nous qui sommes beaucoup en milieu urbain. Ils sont dans cette nature, ils font partie de cette nature et leur survie vient de cette nature, c'est-à-dire c'est grâce, en fin de compte, à elles qu'ils peuvent survivre. Et ça, c'est quelque chose qui est à retenir. Alors, à ces périodes-là, évidemment, il va y avoir un environnement extrêmement diversifié qui va varier en fonction des changements climatiques. Et là aussi, c'est important à retenir parce que les animaux vont donc changer. Par exemple, si on prend pendant les périodes tempérées, ils vont avoir affaire à des animaux comme les cerfs, les chevreuils, des animaux qu'on connaît, hein, ce sont des animaux qui sont très proches de ceux qu'on a actuellement, les daims, les sangliers, voilà, ils vont être confrontés à cette faune. Et inversement, lorsqu'il va y avoir des refroidissements, là, la faune va changer, donc ils vont avoir affaire à d'autres animaux. Il va y avoir du renne, par exemple, qui va remplacer, entre guillemets, le cerf. Il va y avoir à ce moment-là dispersion du chevreuil, du daim, tous ces animaux ne supportent pas le froid. Donc on a un changement de faune. Et là,
face à ce changement de biotope, eh ben, ils vont quand même vivre et vivre comme il faut, si j'ose dire, c'est-à-dire tout à fait prendre en compte ces changements et changer leur stratégie de chasse et changer leur comportement vis-à-vis de cet environnement. Alors la faune, c'est quand même intéressant de vous parler un petit peu de ces environnements parce qu'on connaît certains, en tout cas, animaux ont disparu. Alors ils ont été confrontés à des espèces extraordinaires comme l'éléphant antique pendant les périodes tempérées, et bien sûr le mammouth, on en parlera, pendant les périodes froides. Ils ont été confrontés à des animaux redoutables aussi, comme les rhinocéros. Et là, ils ont eu affaire à différents types de rhinocéros, des rhinocéros de forêt, les rhinocéros de prairie et les rhinocéros laineux. Et là aussi, on en reparlera parce que c'est important de voir comment on peut ou ne peut pas chasser un animal comme un rhinocéros laineux, qui est à la fois redoutable et très difficile parce qu'il a une peau très épaisse, donc très difficile à chasser. Il a été confronté à une variété importante de chevaux. Il y a beaucoup, à cette période-là, beaucoup de chevaux sauvages. On n'est que dans la faune sauvage, évidemment. Beaucoup de chevaux sauvages qui, là aussi, occupent des biotopes différents, forestiers, ou plus de prairies, ou plus carrément de steppes. Des animaux peut-être que vous avez aussi rencontrés, en tout cas dans la littérature ou au musée, les mégalocéros, donc ces énormes cerfs avec grands cervidés avec des énormes bois, hein, jusqu'à 4 mètres d'envergure. Donc là, un animal qui était impressionnant. Il y a aussi évidemment des grands bovidés, vous les connaissez, les bisons, mais il y avait l'aurochs. L'aurochs était donc présent, vous savez, cet animal qui va disparaître récemment, hein, au XVIIe siècle. Et donc, il y avait donc une faune extrêmement importante, diversifiée, dans des biotopes divers, forêt, orée de la forêt et prairies et steppes, mais aussi donc des animaux en montagne, de relief, comme les bouquetins et les chamois. Donc, un milieu, vous voyez, j'incite un peu sur cet environnement parce qu'on a une tendance à penser, c'est une vision très peut-être d'école, que c'était la toundra gelée, que les pauvres préhistoriques cherchaient à manger dans un désert glacé. Pas du tout, hein. Même pendant les périodes froides, il n'y a pas de toundra gelée. C'est vraiment, sauf, je vous le dis évidemment, dans la partie très septentrionale de l'Europe. Mais sinon, il y a vraiment, le gibier est présent, il est abondant. Et vous savez, dans ces périodes un peu plus froides, les espaces ouverts sont plus grands, et là, il y a des grands troupeaux. Hein. Il y avait des immenses troupeaux de rennes, des grands troupeaux de bisons, des chevaux. Il y avait vraiment un gibier important, une faune abondante. Alors, bien sûr, je parle beaucoup des grosses espèces parce que c'est avec elles qu'il y a une relation importante entre les Néandertaliens, mais évidemment aussi tout suit, c'est-à-dire qu'il y a aussi une faune au niveau plus petite, hein, des petits animaux qui sont présents, évidemment, les oiseaux. Donc, il y a vraiment un environnement extrêmement riche. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien retenir. C'est absolument pas le désert vraiment glacé où il n'y a plus un animal, il y a plus. Donc ça c'est intéressant. Alors au niveau des campements, on s'aperçoit donc les Néandertaliens vont justement, en fin de compte, eux, pouvoir vivre dans n'importe quel biotope. C'est-à-dire que ce soit des biotopes forestiers ou de plein air. Mais que c'est vrai qu'on va quand même voir une tendance à une occupation plus importante donc d'endroits, ce qu'on appelle, nous, de milieux ouverts, c'est-à-dire de type prairie pendant les périodes tempérées ou steppe pendant les périodes froides. Donc c'est là, j'insiste, c'est vraiment sa mobilité qui lui permet donc de s'adapter à des changements climatiques, hein, et environnementaux. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, toujours pour rester dans ce contexte, cette première partie de conférence, c'est les concurrents. Parce que ça me paraît très important de resituer que dans cet environnement, bon, il n'y a pas que des herbivores sympathiques parce qu'ils vous nourrissent et qu'ils ne vous agressent pas. Il y a aussi à ces périodes-là énormément de prédateurs, autres que l'homme. Des prédateurs qui, en fin de compte, sont à double concurrence, sans parler des attaques possibles, d'attaquer l'homme, etc. Donc l'homme doit se défendre simplement pour ne pas être mangé. Mais là, je parle même au niveau de la concurrence, c'est à la fois de l'habitat
et bien sûr du gibier. Et donc les Néandertaliens étaient confrontés à des animaux redoutables comme le lion des cavernes. Alors, on l'appelle des cavernes, mais c'est un lion des steppes. Hein, c'est nos prédécesseurs préhistoriens qui l'ont appelé comme ça, mais c'était un lion des steppes, bon, qui était quand même, lui, un super prédateur. Donc au niveau du gibier, c'était un concurrent redoutable. Il y avait un autre concurrent extrêmement redoutable à cette période-là, c'est l'hyène des cavernes. Et l'hyène des cavernes, ça ressemble à l'hyène tachetée actuelle. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas du tout charognard. C'est aussi chasseur. Et c'est des chasseurs redoutables. Et la crocuta de cette époque-là, la hyène des cavernes de cette époque-là, avait une mâchoire, c'est la plus puissante de toutes les hyènes qui existaient, une mâchoire extrêmement puissante puisqu'elle arrivait à broyer, à casser en deux des gros fémurs de chevaux, des gros fémurs de bisons. Donc c'était un chasseur redoutable. Et en plus, les hyènes des cavernes aimaient les cavernes, comme les ours des cavernes. Donc là, en plus, il y avait double rivalité. C'était à la fois sur l'habitat, occuper les endroits abrités, hein, les grottes, les abris. Et bien là aussi, il fallait absolument déployer des stratégies pour justement combattre, entre guillemets. Hein, je ne veux pas du tout vous faire l'image d'un combat entre un ours des cavernes et un Néandertalien, mais il y avait vraiment cette lutte pour ces mêmes, à la fois ce même gibier et ces mêmes habitats. Alors on a trouvé des sites extrêmement nombreux où on a justement des grottes, ce qu'on appelle des grottes à ours, où il y a beaucoup d'ours, parce qu'à l'époque, des ours, il y a l'ours brun déjà, mais il y a un ours que vous connaissez sûrement, qui est l'ours des cavernes, donc un énorme ours, comme un grizzly, si vous voulez, et qui était vraiment en abondance à ces périodes où vivaient les Néandertaliens. Et dans des sites, on trouve des amas d'ossements d'ours des cavernes, et on trouve aussi une occupation néandertalienne. Alors pendant très longtemps, on a eu un peu ce mythe donc de culte de l'ours par les Néandertaliens, où on disait qu'en fin de compte, les Néandertaliens avaient chassé les ours des cavernes, et donc tous ces ossements représentaient les proies donc des Néandertaliens. Et en fin de compte, c'est pas ça. Les analyses ont montré qu'en réalité, si vous voulez, il y avait alternance d'occupation de la grotte par des ours à un moment donné et par des Néandertaliens à d'autres. Mais vous savez, en archéologie, je parle un petit peu de méthodologie, mais c'est pas toujours facile de pouvoir vraiment séparer des niveaux très fins d'occupation. On peut séparer différentes occupations culturelles, mais on peut difficilement vraiment refaire un sol d'habitat, refaire le sol de la maison, si j'ose dire. Hein. C'est quasiment impossible. Donc très souvent, on a un télescopage de plusieurs niveaux, et c'est pour ça qu'on avait cette impression, et que nos prédécesseurs préhistoriens avaient eu cette impression que les ours des cavernes et les hommes néandertaliens avaient vécu au même moment dans la grotte. Enfin, au même moment, avaient amené donc les ossements d'ours dans la grotte. Pas du tout. Donc, c'est quelque chose qui est un peu tombé en désuétude. Mais par contre, il est vrai que de temps en temps, ça devait arriver que lorsqu'ils rentrent dans une grotte, il y avait peut-être un ours en train d'hiverner, et puis ils l'ont peut-être tué et profité de sa fourrure. Ça, c'est tout à fait possible. Mais il n'y a pas vraiment de chasse importante à l'ours des cavernes, de combat, comme on a pu voir dans l'imaginaire de certains dessinateurs. Donc je pense que il y avait une relation, mais on en reparlera peut-être sur une prochaine séance, entre l'ours des cavernes et les Néandertaliens. Là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors, donc, d'autres carnivores, les loups, énormément de loups, ce sont des loups d'assez grande taille à cette période-là. Donc là aussi, en meute, redoutable, on a beaucoup de restes de loups, et qui eux aussi devaient être en concurrence assez importante avec les Néandertaliens, surtout sur des proies comme les rennes, les biches, enfin, donc tous ces animaux de taille relativement modeste, entre guillemets. Et donc là aussi, c'est un redoutable chasseur, le loup, hein, puisqu'il est en bande, organisé, et c'est exactement, il a des stratégies, hein, de capture. Donc ça devait être là aussi quelque chose de pas facile lorsqu'il y avait beaucoup de loups dans la région, de pas facile à contrecarrer. Alors, d'autres carnivores, les renards, etc., on ne va pas faire toute la litanie de tous les carnivores, mais pour vous montrer quand même, ça me paraissait important de vous resituer les concurrents, entre guillemets, des Néandertaliens. Pourquoi? Parce que donc, comme je vous le disais, ils sont dans la nature, ils ont leur équipement, on verra la prochaine fois, donc assez rudimentaire, ils doivent quand même survivre. Et c'est ça qui est important, c'est que de voir qu'ils ont développé toute la culture dont on parlera la prochaine fois
malgré, si j'ose dire, toutes ces contraintes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire comme si les hommes, alors les Néandertaliens, mais je pense que ça fait partie de notre famille, hein, des hominidés, comme si en fin de compte, il y a une réaction, face à ces contraintes qui arrivent, que ce soit des contraintes environnementaux ou plus tard sociaux, il y a quand même une adaptabilité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réponse, soit par des innovations, soit par un changement social, c'est-à-dire on va changer la structure sociale du groupe, hein, on va peut-être passer à une hiérarchisation, ça, on verra ça plus tard dans les périodes plus récentes où on voit s'installer une autre façon de vivre que la façon clanique. Toujours est-il qu'il y a toujours une réponse à ces problèmes. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose de très important et qui peuvent nous faire réfléchir au fait qu'on a quand même ce potentiel d'innovation, de réponse à un problème. Alors, évidemment, pour eux, la réponse devait être, en fin de compte, la réflexion, puisque au niveau de leur outillage, de leur armement, si vous voulez, c'était un armement relativement rudimentaire, avec des outils et des armes des plus frustes, la pierre taillée, il n'y avait pas le propulseur, hein, il n'y avait pas les arcs, il n'y avait pas les flèches, donc des choses très qui nécessitaient l'approche, donc plutôt des armes d'estoc, des armes de jet mais qui ne lançaient pas très loin. Donc il y avait vraiment là une réponse à trouver qui n'était pas forcément dans l'armement technique. En tout cas, ils ne nous le montrent pas. Donc, ils ont trouvé d'autres réponses. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que, si vous voulez, le fait que... je vais essayer d'être clair. Le fait qu'en fin de compte, il n'ait pas eu une technologie, en tout cas, elle leur suffisait, mais qu'il n'ait pas développé un armement plus sophistiqué... c'est qu'ils ont quelque part, puisqu'ils ont passé 300 000 ans, hein, ils ont quelque part trouvé des éléments de réponse autres. Alors, probablement, en réfléchissant, si je peux me permettre, c'est un peu simple, mais en faisant travailler, si vous voulez, leur réflexion pour avoir des stratégies comportementales différentes. Alors, je m'explique. Je pense que, si vous voulez, il y avait une relation à la nature qui fait qu'il y avait plus cette symbiose et cette compréhension. Et qu'en fin de compte, étant plus dans la nature, étant plus un homme naturel, c'est pas péjoratif ce que je dis du tout, mais il avait un comportement aussi plus naturel, moins humain au sens adversaire de la nature, adversaire de l'animal, que probablement la limite des territoires devait se faire de façon, comment dire, comme entre d'autres espèces. Si vous avez des bisons avec les aurochs, vous n'aurez jamais sur le même territoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y avait des respects probablement de territoires, de territoires délimités, à la fois probablement entre clans, mais aussi avec les autres espèces. C'est-à-dire que comme si, eux, ils ont dit, bon, bah, là, c'est plutôt le territoire où chassent les lions, bah, moi, je vais choisir un autre territoire. Donc, probablement une gestion de leur territoire qui était extrêmement structurée. Je pense que c'est une hypothèse, bien sûr on travaille là en hypothèse, une hypothèse qui permet d'expliquer pourquoi justement on ne trouve pas des squelettes de Néandertaliens transpercés par une corne de bison, ou, enfin je veux dire, on a très peu de preuves. On a des preuves de chute, hein, des preuves de chute probablement au contact à la chasse, mais on n'a pas vraiment de preuves de blessures mortelles faites par un animal. Donc, si vous voulez, il y avait probablement quand même peu de rencontres avec des animaux et notamment des super prédateurs. On n'a pas de traces dedans, alors que pour les australopithèques, on a des preuves sensationnelles, si j'ose dire, où on voit très bien que les léopards chassaient les australopithèques. Et il y a même des sites en Afrique du Sud où ce ne sont pas du tout des sites d'habitat des australopithèques, mais ce sont des sites, des repères de léopards. Hein. Ils ont attrapé l'australopithèque et hop, dans leurs repères. Donc là, avant d'être chasseur, l'homme a été chassé, hein, ça c'est sûr. Toujours est-il que là, à ces périodes-là, avec les Néandertaliens, on a donc une réponse à ces difficultés qui est plus une réponse de structure du territoire, de mobilité, de déplacement donc sur ce territoire. Et ça, c'est quand même une donnée importante. Un autre élément aussi qui peut expliquer ce phénomène, c'est que, je parlais de son outillage, mais il peut y avoir eu une autre réponse
technologique quand même. Là, je reviens d'un congrès en Espagne et donc on a été visiter un site qui s'appelle l'Abri Romani, et qui se trouve près de Tarragone, à côté de Barcelone, et où on voit, c'est formidable, parce que c'est un site où, dans les travertins, parce que c'est un sédiment travertin, donc des empreintes se sont conservées de matière organique. Parce que nous, notre souci, c'est ça. Notre souci de préhistorien, d'archéologue, c'est qu'il n'y a que tout ce qui est organique disparaît. Donc là, c'est un petit peu un manque dans certaines circonstances. Et là, grâce au travertin, on a dans la conservation d'empreintes. Et d'empreintes de quoi? Eh bien, d'empreintes de pointes en bois végétal. Et donc ça, c'est des données très importantes. On a des pointes, comme ça ressemble un peu à des pointes de flèche, c'est pas la pointe de flèche, je ne dirais pas à l'arc, mais vous voyez, des pointes en bois. Et donc ça vient renforcer l'hypothèse que les Néandertaliens non seulement avaient développé une culture de la pierre, hein, des outils en pierre, mais aussi probablement du bois végétal. Quand on fait beaucoup d'analyses de tracéologie, vous savez, les microtraces qu'on observe au microscope sur les outils, on s'aperçoit qu'ils ont énormément travaillé le bois végétal, donc les écorces. Alors probablement qu'ils devaient avoir aussi un outillage en bois assez sophistiqué qui peut-être nous permet de voir que la panoplie, en fin de compte, de leurs outils était plus large. Donc, ça peut être aussi un élément de réponse. Mais je pense quand même que cette notion de territoire et de partage de territoire est importante. Je crois que lorsque les territoires sont bien répartis et respectés dans les espèces animales, quelles qu'elles soient, l'humain compris, il y a moins de conflits. Et je pense que cette notion de territorialité, elle doit être très ancienne, hein, elle est vraiment chez nos ancêtres animaux même, hein, dont on est issu, et donc est très, très importante au niveau de l'absence, disons, de conflits majeurs. On peut vivre sur dans une même région si les territoires sont bien définis. Et là, je pense que c'est quelque chose qui est relativement récent comme hypothèse par rapport à ces territoires, à ces mobilités. Parce que on a toujours envisagé la démographie. Bon, elle est faible. On estime à peu près 70 000 Néandertaliens. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose sur toute l'Europe. Donc, pour les périodes récentes, hein, pour les Néandertaliens classiques. Donc, c'est pas. On a toujours dit, oui, fin de compte, les clans, c'est ça qui est important de voir au niveau des groupes et tout. Il faut se faire des grands territoires, respecter tout ça. Mais même là, moi, je vais jusqu'à parler même des différents territoires par rapport aux autres prédateurs. Je pense que ça, c'est une notion qu'on avait un peu laissée de côté, mais je crois qu'il y avait probablement, du fait qu'ils étaient plus... C'est pour ça que pour nous, c'est difficile, parce que nous ne sommes pas des Néandertaliens d'abord, puis nous ne sommes plus dans cet état de nature, hein, donc on a toujours du mal, on réfléchit avec notre esprit qui est créé par notre société, notre culture et notre histoire. Donc on a toujours un peu de mal. Mais je crois que quand on se replonge un petit peu, qu'on essaye, on s'aperçoit que ce rapport à la nature qui était différent était probablement donc presque instinctivement donc dans ce respect de territoire de chasse, de subsistance. Et ça me paraît une donnée importante. J'ai eu la chance de vivre au Kalahari avec les Bushmen pendant 3 mois, et ce peuple chasseur-cueilleur formidable, malheureusement très maltraité en ce moment, avait vraiment cette notion de territoire chez eux était extrêmement importante. Et qu'ils avaient arrivé au cours du temps même, avant malheureusement ces dernières décennies, avaient arrivé à avoir délimité des territoires, avant les colonisations évidemment. Et donc ils avaient arrivé, même avec les Bantous, qui étaient arrivés à tenir des territoires, chacun, bon, pour les éleveurs Bantous d'un côté, eux ils étaient chasseurs, ils avaient leur territoire de chasse, et une bonne entente avec des échanges, etc. Donc vous voyez, cette notion de territoire est capitale si on veut survivre, parce que vous imaginez une faible démographie, si on est en perpétuel conflit donc avec nos voisins, ça ne va pas durer longtemps, hein. Donc c'est ça qu'il faut, à mon avis, avoir en tête, c'est que de fait, on est obligé donc d'avoir un bon contact, un bon rapport d'échange avec nos voisins.
Ça, c'est très important. Et là, au niveau humain, c'est très, très important, encore plus à cette époque. Parce que pourquoi? Parce que là, vous êtes des petits groupes. On estime que même, on dit en général une trentaine, mais il est probable que, comme là, à l'abri Romani, ils ont fait les calculs, c'est plutôt une dizaine de personnes, 10-15 que 30, alors qu'on était plutôt en général dans les 30. Donc, vous voyez, si vous êtes 10-15 personnes, vous avez intérêt à être bien avec vos voisins pour pouvoir échanger simplement homme-femme, hein. Parce que sinon, si vous vous reproduisez au sein même de ce groupe, ça ne durera pas longtemps, donc vous irez vers l'extinction de votre groupe. Donc, cette notion de territoire, je pense, c'est à prendre en compte, peut-être un peu plus qu'on l'a fait jusqu'à maintenant, parce que dans cette vision justement naturaliste, hein, c'est peut-être parce que je suis au muséum que j'ai cet aspect plus naturaliste, fait que cette notion de territoire doit être même élargie avec les autres prédateurs, avec les autres animaux. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir peut-être aussi sur ce qui peut se passer actuellement avec le changement climatique qui est annoncé et peut-être ce qui peut provoquer des déplacements de population en masse. Donc, ces changements de territoire, là, vous voyez, ce dont je veux parler. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est extrêmement important pour que tout ça reste viable et donc dur. Alors, les prochaines fois, donc on m'a demandé de resituer le Néandertal dans toute cette hominisation, etc., dans tout ça. Alors, la prochaine fois, je vais vous parler de l'homme de Néandertal, son physique et ses aptitudes et sa position, par rapport, enfin sa position, oui, on peut dire la phylogénie, dans notre phylogénie, parce que c'est une grande question actuellement posée, c'est le problème, enfin la question de savoir est-ce que c'est un Homo sapiens néandertalensis ou c'est un Homo néandertalensis, c'est-à-dire est-ce qu'il est la même espèce ou pas la même espèce que nous. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'on était justement dans ce processus d'hominisation. Donc on voit très bien que l'Homo antécessor donc, va donner les Néandertaliens. Mais on sait très bien aussi que, et ça sera, quand on parle de l'extinction, on y reviendra, on sait aussi que les sapiens vont arriver en Europe. C'est-à-dire que nous, les Cro-Magnons européens, nous sommes issus de sapiens qui vont arriver vers 43 000 ans, 45 000 ans en Europe. C'est eux, hein, c'est notre souche. Donc, voilà, ils arrivent. Alors, la question, est-ce que, en fin de compte, ils avaient déjà presque être comme... Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des Homo sapiens archaïques ailleurs avant d'avoir les sapiens modernes. Alors, est-ce que là aussi, il y aurait eu les Néandertaliens seraient dans cette phase d'évolution qu'aurait donné donc des Homo sapiens néandertalensis, c'est-à-dire un peu plus évolués que des Homo néandertalensis dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient plus anciens, vers 200-250 000 ans, et qui n'avaient pas tout à fait ces caractéristiques néandertaliennes. Ou bien est-ce qu'en fin de compte, non, ils ont toujours été des Homo néandertalensis. Donc c'est la question. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'ADN, hein, c'est très tendance. On fait beaucoup d'ADN pour reconstituer le génome. Alors le génome, actuellement, on en est à peu près à 70-80% du génome reconstitué. Mais la difficulté, vous allez comprendre très vite, c'est que quand on voit la peu de différence qu'il y a entre le chimpanzé et l'homme. Donc, comment mettre en évidence est-ce que vraiment cette différence spécifique entre lui et nous est-elle réelle ou pas? Comment la mettre en évidence? Et c'est un peu, à mon avis, quelque chose qui est un peu difficile. Et je parle avec des spécialistes de l'ADN. C'est pas sûr qu'on puisse vraiment savoir. Parce que, disons que la preuve la plus sûre serait qu'on trouve des métis. Donc là, on aurait cette interfécondité, donc montrerait donc. Mais même là, en fin de compte, on peut très bien avoir donc un métissage, mais on ne sait pas si ces métis donc sont eux vraiment féconds, parce qu'on a entre deux espèces différentes, on peut très bien avoir une reproduction, une naissance. Mais ces petits sont stériles, hein, c'est ce qu'on est, les baudets, les tigrons, etc. Donc c'est ça la question, c'est comment mettre en évidence
sapiens, enfin Homo sapiens néanderthalensis ou Homo néanderthalensis. Est-il ou pas la même espèce que nous? Et ça paraît très difficile. Je vous en parle déjà maintenant parce que c'est une question dans ce processus de dominisation. Et c'est vraiment une question parce que là, je pense que pour l'instant, en tout cas, avec nos méthodes, ça va être très, très difficile de mettre en évidence ce fait-là. Parce que je vois pas pour l'instant comment on pourra le séparer. Mais bon, c'est une question importante puisque justement dans les hypothèses de disparition, on y reviendra, ça fait partie des éléments de réflexion. Mais je crois que là, il faut un petit peu raison garder et donc ne peut-être pas envisager ça pour demain, en tout cas être sûr. Et autre chose, pourquoi je voulais finir sur ça, je voulais vous dire quelque chose qui me tient à cœur et dont je me suis un peu élevée contre ça. Vous avez peut-être entendu parler, c'est le clonage. Alors là, on vient de parler justement de l'hominisation, on a vu notre grande histoire de notre famille. Et j'ai récemment eu un coup au cœur parce que il y a des personnes, et pour faire certains, comme certains Américains aux États-Unis, pour faire de l'argent, mais j'ai entendu dire, oui, ça serait super, parce que comme ça, on pourrait faire du cloner Néandertal. Alors, je dois vous dire que mon sang n'a fait qu'un tour quand même, parce que je ne vois pas, premièrement, ce que ça pourrait apporter. Autant je suis favorable, et je trouve ça indispensable, de développer les recherches sur l'ADN fossile. Il faut vraiment développer les méthodes. Pourquoi c'est difficile? Parce que plus l'ADN est détruit, plus l'os est ancien. Donc, évidemment, il faut trouver des moyens techniques, notamment, pour pouvoir récupérer, enfin, avoir une information avec un minimum d'ADN. Donc, c'est assez complexe. Plus le fossile est vieux, moins il y en a. Donc, c'est très compliqué. Donc, je suis favorable à ça. Mais là, vous vous rendez compte, on est en train de poser la question, est-ce qu'on va cloner, enfin en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, un être humain? C'est ça. Cloner Néandertal, pour moi c'était cloner un être humain. Et donc je pense que ce sont des dérives quand même assez dangereuses. Et scientifiquement, donc je ne vois pas à quoi ça amènerait. Et puis au niveau de l'éthique. Alors, certains, vous vous rendez compte, ont été jusqu'à dire, comme le gars là aux États-Unis qui veut faire son parc, là il voulait faire un parc avec le loup de Tasmanie, mammouth bien sûr, Néandertal, enfin tous les animaux disparus. Enfin, de cette période, quand il n'a pas été offert à dinosaures, je crois que c'est le syndrome, à mon avis, du Jurassic Park. Mais voyez, alors, comme quoi... tout recommence toujours. La prochaine fois, je vous parlerai de son histoire. Et comme je vous l'ai dit au début, cette histoire, c'est peut-être lui qui a été le premier souffert de racisme, comme je dis, Néandertal. Mais comme quoi ça revient, parce que qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en fin de compte, loup de Tasmanie, mammouth, Néandertal, c'est la même chose. Donc, vous voyez, on pensait, enfin, moi, je pensais peut-être naïvement que, quand même, avec les connaissances actuelles que nous avons sur les Néandertaliens, leur culture extrêmement développée, que j'espère vont convaincre la prochaine fois, en montrant qu'elle est quand même riche d'enseignements, eh ben non, on en est à faire, voilà. Et le pire de tout, bon, qu'un huluberlu veuille faire un parc comme ça pour faire des sous, ça, mais que je sais pas, vous l'avez peut-être vu dans la presse, certains suivent ça quand même. Ils disent oui, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, ça serait... Ben, voilà, non, moi je dis ce que j'aimerais, c'est trouver un Néandertal qui soit gelé dans les glaces. Voilà, ça ferait très plaisir de retrouver un comme ça, comme Hostie, bon voilà. Mais je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui là mène à la réflexion et qui m'a replongé tout à fait dans déjà cette histoire sur Néandertal qui a été parcourue par toutes ces vicissitudes. Et là, en fin de compte, on s'aperçoit qu'on est quand même encore dans cette même démarche. C'est-à-dire que les hommes préhistoriques, tous ceux qui nous ont précédés, bon là c'est Néandertal, mais en fin de compte, est-ce qu'ils sont vraiment considérés comme des hommes? Je ne suis pas convaincue. Donc voilà, je voulais terminer en vous soumettant cette réflexion sur ce clonage. Alors, les prochaines séances, là, je serai plus dans le vif du sujet de Néandertal, parce que là, on m'avait demandé de le resituer. Donc, je vous parlerai surtout de ce qu'il est physiquement,
de son histoire qui est quand même très intéressante. Et puis la dernière séance, j'ai essayé ce sera peut-être un peu plus longue que celle-là, parce que j'ai essayé vraiment de développer un petit peu tout cet aspect d'explication de sa disparition. Donc voilà, je pense que ce sera peut-être, j'espère que vous m'accorderez peut-être un petit quart d'heure de plus pour la prochaine séance, parce que je pense que ça c'est quand même une question très importante qui revient d'ailleurs, qui fait la boucle avec le commencement par rapport justement à ce changement climatique, quelle a été la réaction ou non, enfin la réaction, la disparition des Néandertaliens plus exactement, serait liée à ce changement climatique. Donc voilà, je crois que ce que j'aimerais beaucoup, c'est laisser du temps pour les questions. Alors, je vous le dis, je vous ai rappelé un petit peu ce que j'allais faire les prochaines séances qui seront sur la culture et sur Néandertal strictement. Mais donc, vous pourrez me poser peut-être des questions sur ça la prochaine fois. Mais là, si vous avez des questions plus générales, je vais essayer, si je peux, y répondre par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Je vous remercie. C'est peut-être une question naïve, mais c'est pour reprendre justement vos commentaires sur le métissage. Je ne sais pas s'il y a eu des os ou des squelettes qui ont été trouvés qui pourraient être soit néandertaliens ou homo sapiens, je n'en sais rien. Mais je vais vous poser une question sur la descendance du tigron. Alors, si on a 2 tigrons, ils sont tous les 2 stériles. Mais j'ai dû lire quelque part que le tigron peut faire des enfants avec un tigre ou avec un lion. Et si c'est le cas, et s'il y a un métissage entre Homo sapiens et Néandertal, est-ce que le fruit de ce métissage peut faire un enfant avec un humain, enfin un Homo sapiens et un autre Néandertal? Oui, alors ça, c'est un peu la difficulté, parce que là, on peut tester, si j'ose dire, sur je ne sais pas où est le monsieur, je suis dans les lumières. Voilà, je me dirigeais vers la voie. Sur les tigrons, on peut voir ça, c'est-à-dire qu'on peut faire ces tests, hein, c'est-à-dire qu'on peut essayer de faire ces reproductions. Là, le problème du métissage, c'est que pour l'instant, on part complètement dans le vide, je vais vous dire franchement, parce qu'on n'a pour l'instant pas de preuves. Les quelques rares squelettes qui étaient sujets à discussion, qui éventuellement pouvaient être des métis, étaient des jeunes. Hein. Alors les jeunes enfants, vous verrez, je vous ai préparé des photos la prochaine fois pour vous montrer les reconstitutions très très bien faites. Vous verrez un jeune néandertalien. Et les caractères ne sont pas très marqués, comme vous le savez toujours. Hein. Chez les jeunes, les caractères ne sont pas encore affirmés comme chez les adultes. Donc, c'est même pas sûr. Enfin, ces quelques squelettes, en fin de compte, ont été rejetés parce qu'on n'est vraiment pas sûr du tout que ce soit des métis. Donc, pour l'instant, en tout cas, au niveau preuves archéologiques, on n'a vraiment aucune certitude qu'il y ait des métis. Ça, on ne les a absolument pas trouvés avec certitude. Alors après, on est un petit peu dans la spéculation, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il serait possible qu'ils puissent se reproduire, c'est-à-dire qu'un métis avec un sapiens ou avec un néandertalien, ou bien s'il a disparu qu'avec des sapiens, ait pu donner et puis être reproductible. C'est sûr que ça, c'est une question qui nous échappe totalement. Parce que là, on ne peut pas faire de tests. Je ne sais pas du tout ce que ça donnerait avec le génome humain. Là, je dois vous dire qu'on est un petit peu, on a à la fois l'enthousiasme, parce que là, c'est formidable, on trouve des choses sensationnelles. Bon, moi, j'étais très heureuse, parce que je l'avais écrit dans mon livre, qu'on ait découvert un gène qui correspond au gène du langage, qu'on ait découvert dans le génome de Néandertal. C'était le même que dans le génome humain. Bon, ça c'est ce qu'on va trouver. Là, ce sont des choses extraordinaires. On va trouver des gènes qui vont nous permettre de clarifier certaines choses. Là, alors paraît-il qu'ils seraient hétéros. Bon, des choses comme ça. Mais la difficulté, c'est que là, pour l'instant, au niveau vraiment de savoir si c'est même espèce ou pas même espèce, donc c'est toujours une question. D'autant plus que c'est assez intéressant de voir qu'au départ de sa découverte, on avait mis les Homo néanderthalensis. On a dit que ça avait été séparé, c'était pas la même espèce. Et après, je parle par les paléanthropologues du début du XXe siècle, pas au moment des découvertes, on en reparlera, où là c'était. Mais
Voilà. Et après, il y a eu des nouvelles études. On a dit, ah ben non, en fin de compte, vers les années 50, 60, même jusqu'à 70, on a dit, ah non, en fin de compte, c'est plutôt un Homo sapiens néandertalensis. D'un seul coup, il est devenu dans la même famille. Et puis là, après, il y a eu de nouveau une tendance à le séparer. Donc, même au niveau de l'étude anatomique, morphologique, métrique, etc., tous les indices qu'on peut faire, on n'arrive pas à vraiment faire une différence. Donc c'est vraiment la question, et c'est vrai que c'est une question importante pour les histoires de reproduction, savoir si justement il pourrait avoir une descendance, hein, on pourrait avoir des gènes néandertaliens, c'est la question. Est-ce que certains d'entre nous ont des gènes néandertaliens? C'est pour ça que tout le monde s'interroge et tout le monde travaille sur... Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de travail sur l'ADN. Voilà, parce que c'est quand même une des questions. Est-ce que vous avez laissé entendre qu'il y aurait eu environ 70 000 néandertaliens il y a une centaine de milliers d'années, hein? Si oui, j'ai bien compris. Voilà. Justement, c'est d'après les études génétiques. Hein. C'est pas du tout d'après les calculs de campement. Hein. C'est génétique. Est-ce qu'on a une idée du nombre de sapiens à la même époque? Ça, c'est une première question. À peu près à la même époque, puisqu'il y avait déjà des sapiens à la même époque. Et la deuxième question, est-ce que vous avez trouvé trace dans cette étude du génome ou des génomes du néandertalien, est-ce que vous avez trouvé trace de cette catastrophe? Alors je mets des guillemets parce que on n'en est pas certain, mais d'une catastrophe planétaire qui aurait eu lieu il y a à peu près 75 000 ans, un petit peu moins de 75 000 ans, à savoir le supervolcan Toba qui aurait provoqué un hiver pendant 2 ou 3 ans et qui aurait décimé littéralement toute la population des hominidés. Décimé au point de les réduire à presque rien, de les réduire à une dizaine de milliers d'hominidés en tout. Et il y a 75 000 ans. Il y a 75 000 ans. Alors je vais vous répondre très franchement, il y a 75 000 ans, vu le nombre d'animaux présents, parce que dans les sites archéologiques, nous avons énormément d'animaux, à cette période-là, je ne crois pas qu'il y ait d'extinction, parce que je ne vois pas pourquoi l'extinction a été sélective, qu'elle n'aurait touché dans le règne animal que les hommes. Donc, si vous voulez, moi, ma réponse, c'est non, parce que y a vraiment, d'abord, il n'y a pas de preuves, je ne vois pas, en tout cas sur les ossements, il n'y a pas de problème au niveau de la population, il n'y a pas moins de campements, à la fois sapiens que les néandertaliens, et puis, franchement, il y a vraiment une faune extrêmement abondante. Donc je pense que je ne crois pas du tout que ça soit sélectif. Donc je ne crois pas, monsieur. Je pense que c'est fait partie des choses. On aime beaucoup des fois lancer des choses comme ça, mais on peut toujours... Enfin, il ne faut pas non plus être obtus et dire rien ne peut arriver, c'est forcément pas une météorite ou quelque chose. On peut se poser les questions, mais là, je vous dis, je connais bien les sites de ces périodes-là, parce que je travaille beaucoup sur toutes ces périodes, en Europe centrale et orientale en particulier, et honnêtement, on a une faune considérable. Vous savez, il y a des troupeaux de mammouths, des troupeaux de bisons, il y a je pense que je ne vois pas pourquoi ils auraient tué seulement les hominidés. Et la question sur la démographie de... Oui, alors la démographie des sapiens, ça n'a pas été fait aussi... c'était un peu plus difficile parce que là, ça a été fait sur l'Europe. Et les sapiens, comme ils sont partout, hein, c'est-à-dire qu'ils sont aussi en Asie, ils sont aussi en Afrique, donc je ne connais... Il n'y a pas eu une synthèse, si vous voulez, sur... La seule chose qu'on sait, d'après là aussi les études génétiques, alors là, je ne pourrais pas vous expliquer d'une façon claire parce que c'est assez complexe pour moi. Il y a eu, paraît-il, un goulot d'étendrement, là je parle pour la lignée sapiens, hein, vers 60 000 ans. Donc là, c'est ce qui expliquerait, si vous voulez, ce que certains appellent la langue mère. Parce qu'il y aurait, à 60 000 ans, il y aurait eu un goulot d'étranglement. C'est-à-dire que les sapiens ont failli disparaître. Il y avait un problème démographique majeur, je ne sais pas ce qu'il y a eu, vous voyez ça au niveau génétique, je vous dis, je ne me lancerai pas dans l'explication, je serais ridicule. Et donc, il y a eu ce goulot, ce qu'on appelle en génétique le goulot d'étranglement, à 60 000 ans des sapiens, la lignée vraiment Homo sapiens. Et c'est comme ça qu'ils expliquent donc l'hypothèse de la langue mère, parce que d'un seul coup, comme il y a une réduction du nombre de locuteurs, donc c'est plus concentré, et de ce fait, ils parlent tous la même langue, enfin bref. Et donc, il y a eu, à un moment de l'histoire, forcément, il y a des goulots comme ça, d'étranglement, des problèmes génétiques, et donc... il y a peut-être une baisse importante à ce moment-là. Mais moi, je ne sais pas du tout, au niveau de la totalité des différentes régions peuplées, on n'a pas. Mais ça ne devait pas être énorme, hein, de toute façon.
si c'est vrai que si les généticiens ont raison, s'il y a eu ce problème il y a 60 000 ans, ça ne devait pas être très très nombreux. Et quel est l'état et le nombre de vestiges sur lesquels on travaille et quelles sont les grandes équipes qui travaillent sur ce domaine en Europe ou dans le monde? Nous sommes extrêmement nombreux. Non, nous sommes extrêmement nombreux. Pas nombreux et extrêmement nombreux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a quand même, dans tous les pays, il y a beaucoup de fouilles qui sont menées. Et donc, c'est quand même, je ne sais pas, pour vous donner des proportions, par exemple, chez nous, il y a à peu près 10 fouilles archéologiques qui sont effectuées chaque saison en France, chaque été. En France, bon, ça peut paraître petit, mais c'est beaucoup, 10 sites préhistoriques, je ne parle pas archéologiques, il y en a plus. Mais de notre période, il y a à peu près une dizaine de sites. Et donc, dans pratiquement, enfin, pas tous les pays, ça serait mentir. Il y a beaucoup de pays d'Asie mais il y a quand même beaucoup de fouilles qui sont faites. Et là, on en est à des... vous dire le nombre, je ne sais pas, ça dépasse au total, tout confondu, c'est des millions. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Et là, par exemple, simplement, juste pour éclairer, moi, je connais surtout, bien sûr, la période des Néandertaliens. Moi, j'ai, dans ce qui correspond au doctorat d'État, j'ai fait l'analyse, par exemple, déjà, juste dans la région qui m'intéressait, c'est-à-dire l'Europe centrale et orientale, de 350 sites. Donc, c'était déjà très important pour une période relativement courte. Donc, j'avais déjà, au niveau du matériel, 350 sites qui, eux-mêmes, à l'intérieur de chaque site, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez plusieurs niveaux d'occupation. Donc et moi, des fois, même, on voit des changements même culturels au sein toujours des Néandertaliens, mais des faciès, comme je vous montrerai la prochaine fois, des faciès culturels différents. Donc, c'est assez important. C'est vrai que là, on ne raisonne plus, si vous voulez, parce que c'est toujours un peu la question. Hein. Est-ce que vous avez assez de matériel? Est-ce que voilà. Et là, quand même, au fur et à mesure des découvertes, on a un matériel conséquent. Et je ne sais pas si ça va répondre à votre question, mais il y a aussi le fait qu'en même temps, il y a une grande amélioration de la technique. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire on peut non seulement, il y a beaucoup de matériel. D'ailleurs, on n'est pas assez nombreux pour... moi qui travaille personnellement sur les ossements d'animaux, hein, c'est-à-dire que pour essayer de les faire parler, voir justement les problèmes, le rapport de l'homme à l'animal et la chasse, etc. Ce sont des millions d'ossements qui sont découverts. Et donc, il y a ça d'une part, mais il y a aussi la technique. C'est-à-dire que maintenant, nous avons des moyens techniques qui nous permettent d'aller très loin. Nous avons des méthodes biogéochimiques qui nous permettent d'analyser l'alimentation, à la fois des animaux qu'on trouve dans le site, mais aussi de l'homme. On sait exactement ce qu'il a mangé, si j'ose dire, pour résumer. On a des méthodes aussi, grâce au microscope électronique à balayage, on peut faire des analyses très très fines, donc de microtraces. Bref, il y a toute une panoplie, je ne parle pas évidemment de toute la panoplie de datation, hein, toutes les méthodes, ESR, électron-spin résonance, uranium, thorium, le carbone 14, évidemment. Donc on a beaucoup à notre disposition de moyens techniques, et je crois que ça nous permet aussi d'affiner les hypothèses. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de domaines où on reste quand même dans l'hypothèse, mais il y a quand même pas mal maintenant de domaines où on peut apporter, pas des certitudes, mais une grande probabilité. Donc je crois que là, on a énormément avancé. Et les restes humains, on en trouve bon sûr, c'est toujours, ça reste malheureusement pas suffisant. On n'a pas des millions de restes de Néandertaliens. Mais on a quand même beaucoup maintenant de matériel. Et justement, on peut les analyser jusqu'à faire le génome. Donc c'est surtout ça qui a progressé aussi. Oui, bonjour madame. J'avais 2 questions à vous poser. Premièrement, quel style de silex taillé peut-on leur attribuer? Moi-même, je fais des fouilles en Picardie sur l'Aculéen et j'ai trouvé des choses très intéressantes que j'aimerais bien vous montrer. Mais quel style de silex taillé peut-on leur attribuer? Et deuxième chose, est-ce qu'il n'y a pas chez l'être humain moderne des subsistances de traits néandertaliens? Moi, je connais des gens avec des tonus susorbitaux, des chignons derrière le crâne, qui sont des traits en fait typiquement néandertaliens. Et pour avoir visité le musée de Néander en Allemagne, dans la vallée où il y a un très très beau musée, j'en ai discuté avec une archéologue qui m'a dit bon non, c'est pas, on pense que c'est la subsistance de ces traits chez l'être humain moderne ne sont pas. Pourtant, je connais des gens qui ont vraiment un tonus susorbital, on croirait vraiment des bon.
Mais répondez-moi déjà au niveau des styles de silex. Alors, le silex, c'est pas que je veux pas répondre, hein, mais c'est-à-dire que je souhaitais en parler une prochaine. J'ai pas présenté aujourd'hui parce que c'est dans les suivantes. Aujourd'hui, j'étais limitée à un questionnement. Alors, je veux bien. Ça serait dommage que je dévoile tout aujourd'hui sur les outils. Donc voilà. Mais de toute façon, si vous avez des outils, vous pouvez me les montrer. J'aurais plaisir à regarder. Ah, voilà. Alors pour le physique, alors là aussi vous allez voir la prochaine fois il y a des photos qui montrent les reconstitutions, mais vous en avez vu une là, ben voilà, vous avez Shanida. Mais ça c'est vrai. On a souvent dit alors. On dit, si on met un costume 3 pièces, pourquoi 3 pièces? Je sais pas, enfin, si on a un costume. Non, mais à chaque fois on me dit on va mettre un costume 3 pièces et un chapeau. Bon, on met un costume 3 pièces et un chapeau. Un néandertalien, on le met dans le métro, personne ne le reconnaîtra. Alors bon, c'est vrai que je sais pas, j'ai pas essayé de prendre un mannequin d'Elisabeth Dynès et de le mettre un chapeau et le mettre dans le métro. Et pourquoi pas? C'est vrai que voilà, les différences physiques sont quand même chez chacun sont quand même assez marquées. Et il est vrai que quand on voit un aborigène, par exemple d'Australie, il a un physique particulier par rapport à un caucasien. Donc là aussi c'est marqué, on pourrait dire c'est très marqué. Alors bon, mais ils sont quand même de la même espèce. Alors je pense que peut-être les amis que vous avez avec les taurus suborbitaires développés font partie justement des particularités de certains sapiens comme les aborigènes d'Australie par exemple. Mais je pense que c'est parce que vous pensez qu'ils ont peut-être des gènes néandertaliens qui ressurgissent comme ça brutalement. Mais je crois qu'il y a certains caractères qui sont peut-être pas... Parce que vous savez, les taurus, par exemple, les erectus, ils avaient aussi les taurus suborbitaires. Donc certains critères peuvent aussi persister et peuvent être ancestraux. C'est-à-dire qu'on imagine toujours que les descendants vont avoir des prédécesseurs, mais juste le prédécesseur avant ou des choses comme ça. Donc ceux qui pensent qu'ils sont peut-être avec des gènes néandertaliens, ils vont avoir des taurus, mais ça peut être en fin de compte simplement lié à une histoire plus ancienne et que c'est un ancêtre commun plus lointain dans l'histoire de la famille qui fait que ça ressurgit à certains moments. Ça, c'est peut-être l'hypothèse la plus probable. Mais moi aussi, je citerai pas, il y a un homme politique quand même qui fait très néandertalien. Mais bon, je ne citerai pas de nom, j'aurais peur d'être mise en procès, parce que c'est pas du tout méchamment que je le dis. Mais bon. Et donc, je pense qu'il faut, plus sérieusement, je crois qu'il faut envisager que certains critères ressortent, certains caractères, pardon, ressortent, mais ça vient plus d'une souche commune, plus ancienne, que le fait d'avoir directement un lien avec Néandertal. Comment peut-on dater l'invention du langage et quelles sont les méthodes pour déterminer si le Néandertal et le Sapiens avaient le même langage et pouvaient se comprendre? Alors, là, vous abordez un sujet extrêmement complexe et passionnant. C'est vrai que nous avons affaire à des squelettes. Alors, quand on sait que le langage, c'est tout autre chose que les squelettes, c'est vrai que c'est un vrai débat. Alors, il y a quand même des caractères anatomiques qu'il faut posséder. C'est sûr que, par exemple, si on avait un palais plat, on ne pourrait pas articuler. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les australopithèques, justement, avaient un palais plat. Donc déjà, ils ne pouvaient pas, parce que quand on parle langage articulé, parce que tous les animaux, tout le monde émet des sons, dans le règne animal, il n'y a pas de... Mais là, il faut un palais. Ça, c'est le premier point important. D'abord, il faut plutôt être redressé, là aussi, pour pouvoir dégager tout l'appareil phonatoire. L'autre chose aussi qu'il faut, c'est quand même une capacité crânienne suffisante pour que les aires de langage, alors je vais rentrer un petit peu dans le détail, les aires de langage, il y a deux grandes aires, on va faire Broca et Wernicke, donc il faut qu'au niveau cérébral, qu'elles soient suffisamment développées. C'est-à-dire que si elles sont trop réduites, ça ne peut pas, elles n'ont pas la place, elles ne sont pas développées, et donc il n'y a pas de langage articulé possible. Donc ça, c'est important, puisque là, nous avons toutes les capacités crâniennes. Donc on sait les capacités de chaque hominidé fossile, on sait la capacité. Et là, on s'aperçoit que avec Homo habilis, ça va, c'est juste, c'est 450 cm3, mais ça peut, petitement, mais ça peut être possible. Alors que les australopithèques, là aussi, c'est pas possible. Donc il y a ça. Alors sinon, comme toujours en
restons dans l'anatomie, on a la chance d'avoir découvert des ossioïdes. Et l'ossioïde est très important au niveau phonatoire. Hein. C'est le petit os là, qui est rattaché à la langue. Et donc, c'est pour émettre justement ces sons. Alors, ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on a trouvé notamment à Kebara, et dans plusieurs sites, et ils sont très très proches des oïoïdes humains. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, ils sont très très ressemblants, donc probablement il n'y avait pas de différence. Donc il y a quelques critères. Mais autre critère sur lequel aussi on travaille, c'est aussi des critères, en fin de compte, de comportement. Parce que lorsqu'on arrive à mettre en évidence, comme on a pu le faire, de comportements très sophistiqués qui demandent des grandes capacités cognitives et qui demandent d'élaboration de stratégies, ça nécessitait forcément un langage. Forcément. Par exemple, quand on veut parler de la notion du temps, si je dis hier j'ai repéré les pas d'un bison, hier déjà j'ai repéré les pas, je pense qu'il va parcourir tant de kilomètres, donc il sera demain à tel endroit, il faudrait qu'on aille à tel endroit pour le chasser. Donc, je prends un exemple très simple qui est couru chez les chasseurs-cueilleurs. Moi, avec les SAN, c'est pareil. Quand ils préparent leur chasse, ils vont repérer les grands coups doux, etc. Ils ont ce discours. Voilà, hier j'ai vu, ou avant-hier. Comment vous allez faire si vous n'avez pas le langage articulé? Ça fait partie de cette mise en évidence des stratégies, des comportements, implique forcément un langage. Donc, c'est quelque chose qui est bien entendu inductif. Hein, on n'a pas la preuve qu'il y avait ce langage. Mais donc, il y a de grandes chances, ça ne peut pas se faire, certains types de comportements se faire sans langage. Et aussi au niveau sociétal, au niveau des relations. Donc, c'est des choses qui sont là aussi... le langage est important. Alors, il y a eu, le génome, je vous en ai parlé. Et il y a eu aussi, si vous voulez, une réflexion par des linguistes et tout, en disant que de toute façon, c'est évident qu'au niveau de la syntaxe, c'était pas pareil. Au niveau du nombre le vocabulaire, le nombre de mots, enfin là je parle en termes de mots, hein, pas de leur signification, c'est évident que c'était différent. Alors, on dit réduit, mais bon, mais c'était forcément différent. Mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté de comment mettre en évidence le langage. Alors, il y a même eu certains qui ont fait des expériences. Alors, ils ont fait ils ont reconstitué quand même par rapport à la stature, etc., la position du crâne et tout. Ils ont reconstitué le langage des Néandertaliens. Et ils ont montré que c'était un peu une voix un peu nasillarde, hein, un peu américaine du Sud. Et voilà, et qu'il y avait certaines voyelles qui étaient difficiles à prononcer pour eux, etc. Donc, là aussi, probablement, c'est très difficile parce que leur alphabet, on n'en sait rien. C'était on dit les voyelles, les consonnes, mais bon, je veux bien croire mes collègues, mais ils ne savaient pas prononcer le i, mais est-ce que le i, bon. Donc c'est une question difficile, mais pour moi, et j'étais contente de cette découverte du de ce gène, c'est qu'en fin de compte, dans les comportements, je crois que leur comportement prouve qu'il y avait un langage. Probablement, sûrement, même pas probablement, sûrement différent, une syntaxe différente, un vocabulaire autre, enfin un nombre de mots et tout différent, mais parce que c'est quand même par l'apprentissage. On a beaucoup de mots, enfin on avait beaucoup de mots dans notre vocabulaire, mais donc je pense que c'est une question qui, malheureusement, pour l'instant, ne peut pas être résolue d'une façon définitive et claire, parce que il faudrait qu'on puisse faire un bond dans le temps pour aller enregistrer les conversations. Et ça, et vous savez, c'est une vraie. Votre question est passionnante, c'est une vraie difficulté parce que là, je vois, Jacques Malater m'a demandé pour son film qui sort à propos de ce langage. Mais pour moi, c'est extrêmement difficile. Je préfère qu'on ne mette pas de langage. Que de choisir un langage, parce que lequel, alors on a tendance, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on fait des films sur les hommes préhistoriques, on a tendance à enlever beaucoup les voyelles, oui. Hein, on a beaucoup beaucoup de consonnes, des machins, parce que voilà, là c'est un petit peu aussi caricaturé, parce que pourquoi on fait ça? Parce que ça rapproche plus quand même du côté un peu plus animal, un peu plus vieux, archaïque, mais on ne sait pas. Je pense que malheureusement, c'est pas.
je ne vois pas trop pour l'instant, à part peut-être la génétique, ça va plus loin, mais on n'aura jamais de toute façon leur langage. Enfin, je pense que même des sapiens, certains avaient des dialectes qui ont disparu de toute façon au cours du temps. Mais pour moi, le langage articulé, je crois qu'il n'y a pas de problème. Vous avez parlé donc de l'Europe de l'Est et je voudrais une confirmation de quelque chose que j'ai lu. Est-ce qu'il est vrai que les restes de Néandertaliens trouvés plus à l'Est et même en Asie, jusqu'en Asie centrale, je crois, jusqu'à l'Ouzbékistan, sont semblent moins différents des Homo sapiens que les restes trouvés en France, en Espagne et en Allemagne. Et est-ce que vous confirmeriez donc une espèce de spécialisation géographique due à un isolement donc de l'Europe, disons, extrême occidentale, l'Europe par rapport à donc un continuum biologique donc qui aurait pu exister entre des populations sapiens et des populations plus purement néandertaliennes qui se seraient retrouvées donc à l'extrême ouest de l'Europe. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a des études récentes qui ont montré, en tout cas, que dans la grande population néandertalienne européenne, il y avait donc probablement des groupes régionaux. On en est à 3, un type plus occidental, un type plus méditerranéen et un type plus justement oriental, vers les pays dans lesquels je travaille. Et ça, c'est vrai. Je veux dire, actuellement, on a quand même, ce schéma se dessine. Alors, ce qui est aussi intéressant, et vous avez raison aussi, c'est vrai que leurs caractères divergent légèrement, mais c'est léger. Mais c'est quand même vraiment des groupes régionaux, comme un méditerranéen par rapport à un nordique. Il y a quand même des différences. Donc, et là, c'est vrai que ça a été un peu l'hypothèse de dire que peut-être que du fait qu'il y avait des caractères vraiment néandertaliens moins marqués dans la population de l'Est, faisait qu'ils auraient plus de grandes probabilités de se reproduire, en tout cas d'avoir des descendants féconds avec les sapiens. Mais moi, je vois pas, si vous voulez, là autant je suis d'accord avec les premiers raisonnements de dire il y a des groupes régionaux, etc. Mais je vois pas le fait d'avoir éventuellement des caractères moins marqués puisqu'on soit plus fécond. Sauf si, mais là je suis quand même là un peu sceptique, sauf si on pense que c'est plus simplement des petites variétés comme ça, que c'est important, c'est-à-dire qu'il y aurait quasiment des néandertaliens, homo néandertaliens et des homo sapiens néandertalensis. C'est un peu ça que certains veulent dire, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de souci, on va se reproduire avec les homo sapiens et on pourra avoir des descendants. Mais là, on change carrément on passe à une espèce différente, quoi. Donc ça, c'est un peu difficile pour l'instant à montrer, mais par contre, où c'est vrai, on s'achemine vraiment par des groupes régionaux, mais comme on le voit au niveau culturel, de toute façon, on a des groupes régionaux différents, et avec un côté un peu plus archaïque, comme vous dites, entre guillemets, du côté de l'Espagne, enfin la France. Mais le problème de l'interfécondité, je ne suis pas sûre qu'on puisse l'avoir plus pour ce groupe de l'Est que le groupe de l'Ouest, mais... quelle est votre interprétation sur le fait que des groupes différents et éloignés aient pu découvrir le feu dans un temps plus ou moins différent? Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure qui est passionnant, c'est qu'on s'aperçoit que dans l'évolution de l'homme, ancien ou plus récent, en fin de compte, à un moment donné, il y a des possibilités au niveau des capacités cognitives, si vous voulez, de comprendre, d'assimiler un concept. Et là, c'est en fin de compte, c'est comme s'il y avait un temps d'évolution dans l'espèce que nous sommes, qui permettait d'accéder à une compréhension de ces concepts. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Voilà, c'est forcément, et on le voit à plusieurs étapes. C'est-à-dire que là, on sait très bien que ce feu qu'on voit, la maîtrise,
se développer à peu près, enfin, vous savez, c'est quand même pas exactement tenté le 25 décembre d'une telle année, mais on voit vraiment à partir de 500, on va dire 500, parce que là on a 450, 500, où on a vraiment la maîtrise, c'est-à-dire qu'on voit que c'est refait, etc., pas le hasard. C'est absolument partout, en Afrique, en Asie, en Europe. Et donc là, forcément, on sait bien que c'est pas quelqu'un qui est transporté, c'est pas la guerre du feu, préserver son âme, courir partout. Non. Donc je pense que c'est ça qui est extraordinaire. Vous savez, même actuellement, pensez à quelque chose de simple, les découvertes actuelles. Même actuellement, eh ben, à un moment donné, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie ou chez nous, à un moment donné, même sans forcément, même si on n'en a pas parlé, on va avoir d'un coup la même idée, la même invention. Voilà. Alors ça va des variantes un petit peu différentes, mais on est quand même dans le même processus d'invention. Alors le feu, c'est pareil. Le feu, il y en a qui vont faire la friction, comme ça, il y en a qui vont taper sur des cailloux, mais c'est le procédé qui est le même. Faire des étincelles. Et les étincelles, elles enflamment des souches sèches, etc. Donc si vous voulez, c'est le fait de comprendre que la friction va provoquer des étincelles qui vont mettre le feu à quelque chose de très sec. C'est ça. Après, il y en a qui prendront des bâtons, donc des pierres, d'autres mettraient de la madoule, d'autres mettraient des champignons, ceci. Bref, après, ça va changer selon les régions et tout. Mais c'est le procédé qui est compris. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important et on le voit partout. Le concept levallois, je vous ai parlé pour Néandertal, parce que vraiment, c'est le grand technicien du concept levallois. Mais les sapiens qui vivent ailleurs, pas près de lui, ils font du concept levallois. Ils font la taille levallois, débitage levallois. Donc, vous voyez, et ils ne se sont pas causés en disant, tiens, enfin, je te montre un truc là. Non, c'est à un moment donné, l'évolution, si vous voulez, de l'homme, l'évolution du cerveau, etc., permet la compréhension, voilà, de certains processus, de certains procédés, etc. Et donc, c'est ça qui est vraiment passionnant. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vous remercie. Voilà, merci. Alors, j'espère vous revoir mardi prochain. À mardi prochain.